Le bon filon. Alors, on va parler d'histoire, d'une histoire et de l'histoire par la même occasion avec Nathalie Saint-Cric. Bonjour. Bonjour. On vous connaît plus pour la politique parce que je dirais que c'est quand même une affaire de famille chez vous quand même. Hein. Le journalisme et la politique sont deux affaires de famille. Oui, c'est plus simple parce que j'ai été élevée là-dedans, donc finalement j'ai moins de choses à apprendre. L'ombre d'un traître, c'est votre deuxième livre parce que malgré tout ce que vous faites à la télé, à France Télévisions, en matière de débat et d'information politique, vous avez le temps d'écrire, vous prenez le temps d'écrire plus exactement. Ça s'appelle L'ombre d'un traître parce que c'est d'un traître dont il va être question. Mais en même temps, on va voyager dans une France qui n'est plus aujourd'hui. Je précise quand même qu'il y en a eu répertorié. Alors là aussi c'est compliqué. Qui est résistant, à partir de quelle date? Il y a eu plein de débats. Est-ce qu'il faut être un gros résistant, avoir fait de grandes choses? Et c'est dans le livre aussi. Est-ce qu'il faut être un résistant de la première heure? Ou est-ce que ceux qui... traite de la même façon? Voilà, ceux qui l'ont vu à un moment donné, ça va partir en sucette pour le Reich, devenons résistants. Voilà. Ouais. Et donc, si vous voulez, 400 000 résistants répertoriés pour 41 millions de Français, mais la nécessité de réunifier la France et des règlements de compte infinis qui font en général que ce ne sont pas les plus résistants qui ont tondu le plus de femmes. Vous voyez ce que je veux dire? À la libération, il y a surtout des résistants de la dernière heure. On dit toujours que les convertis sont les pires, ça se vérifie aussi là-dedans. Exactement. Donc, c'est une ambiance où on a tendance à raconter des choses. On ne peut pas se permettre, et en France, on a un problème avec l'histoire souvent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre tout sur la table. On raconte une histoire, on unifie les Français, et puis la mise à plat sera faite beaucoup plus tard, dans les années 70. Alors justement, le Mont Valérien est une étape importante dans le livre parce que c'est le point central. C'est là que va se jouer l'histoire. C'est un monument à la résistance voulu par le général de Gaulle qu'il n'a pas eu tout de suite parce que c'est la grosse bagarre au sortir de la guerre pour savoir qui était le meilleur résistant entre les gaullistes et les communistes. En fait, il y a un enjeu politique dans la résistance des 42 et demi, des 43, savoir qui va avoir le pouvoir en gros. Après, et les communistes font, alors même qu'ils n'ont pas franchement été du côté des résistants au début de la guerre, vu le pacte germano-soviétique et qu'il y avait une alliance entre Staline et Hitler, mais les communistes font une espèce d'OPA sur la mémoire et sur l'histoire. Et ils se présentent comme le parti des résistants, ceux qui ont sauvé la France et libéré la France. Bon, il y a ça d'un côté. Ce qui exaspère profondément le général de Gaulle, qui lui-même considère que la résistance, c'est lui. Et c'est pas entièrement faux. Donc la résistance, c'est le 18 juin 40, et c'est lui. Et d'ailleurs, lui, dans sa vision, c'est même pas vraiment les Alliés. Hein. C'est plutôt les gaullistes et les Français. Bon, donc quand on veut sauver et défendre une mémoire, on a un lieu, on a un rite, on commémore, et on veut marquer sa trace dans l'histoire. Donc il y a la clairière des fusillés au Mont Valérien pour les communistes, et il y a le Mont Valérien pour les gaullistes. Alors, il lance la construction, et puis il part du pouvoir, après la guerre, où il est chassé, où il est viré, où il ne veut pas rester, peu importe. C'est gelé, et il reprendra, quand il rentre en 58, il dit, bon, maintenant on va plus vite. Il veut que son monument, pour les 20 ans du 18 juin 40, et pour l'inaugurer en grande pompe. Le problème, et c'est là où on rejoint le titre de votre livre, Nathalie Saint-Cric, c'est que là-dedans, il y en a un qui ne devrait pas y être, et on découvre ça, ou en tout cas on feint de découvrir ça un peu à la dernière minute. C'est une histoire à coucher dehors, si j'ose dire. Elle n'est pas grave, mais elle est presque amusante tellement elle est ridicule. Donc il y a une liste de 15 personnes qui est tirée au sort. Alors, est-ce que le tirage est totalement au sort? Sur des listes de personnes, et les 15 personnes doivent incarner des pans de la guerre, c'est-à-dire ceux qui se sont battus en 39-40, des forces coloniales, des résistants, des déportés. Il y a 2 femmes, pas de grade, très peu de gradés. Donc ça doit être une espèce d'image vivante. Le peuple, quoi. Voilà, qui a été. Et il y a quelqu'un qui rentre dedans, dans la liste. Alors tout ça, c'est public, hein, c'est dans les journaux, il y a 2 jours de commémoration. C'est un énorme cirque. Oui, mais c'est resté enterré jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tombé dessus un peu par hasard. Totalement par hasard. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on les fête. Pendant 48 heures, il y a des veillées funéraires. Ils sont exposés à l'Arc de Triomphe. Et tout d'un coup, ils commencent à recevoir des lettres au ministère des anciens combattants en disant, mais qu'est-ce que ce mec-là faut... Enfin, ce mec-là, pardonnez-moi la vulgarité. Qu'est-ce que monsieur Robert B... C'est le langage d'aujourd'hui. Là, et puis une lettre, ils se disent, bon, jalousie. 2 lettres, ils se disent vraie jalousie, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, et des gens disant c'est pas celui que vous recherchez. Et il y a des lettres que vous reproduisez qui sont quand même très circonstanciées. Hein. Absolument, très claires. Et à partir de là, les pouvoirs publics, donc là on est encore en 45-46, se disent on va quand même regarder le dossier de plus près. Le dossier est vu de plus près, il y a un jury d'honneur qui est composé pour voir s'il faut le laisser ou sortir. La décision est prise de le sortir. Et on lui enlève d'abord les choses
la médaille de la Résistance, la mention mort pour la France. Et puis le sortir du Mont Valérien qui n'est pas encore entièrement construit, on oublie, opportunément ou pas. Et puis d'un coup, quand De Gaulle arrive, on construit. 17 juin 60, vers midi, on se dit... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait on de celui-là ? l'a laissé à l'intérieur, il faut le sortir d'Ardard. Ouais. Il faut le sortir et puis après, il faudra en mettre un autre quand même. Ouais. On peut pas avoir. Donc le général inaugure, juste entre les deux, à un moment où il n'y a plus rien, plus personne dans le cercueil, et où il y en a un autre qui n'est pas arrivé. Tout ça doit être mis sous le boisseau. Pour une raison simple, qui est qu'on dirait, regardez, il y a eu un type qui est pas net, qui au Mont Valérien, ça prouve que la résistance était plus compliquée, qu'il y avait des gens qui étaient résistants et pas résistants. Bon, De Gaulle veut construire une belle histoire de roman national, pour que les Français soient fiers et unis. Hors de question que ça fuite. Voilà. Et donc, on va tout cadenasser, et l'autre héros... Parce que, enfin, il y a le anti-héros, c'est le traître, et puis le héros, c'est un journaliste, orphelin, pas eu de père, il a passé son enfance dans un orphelinat, il a la dent dure contre les curés qui lui ont quand même pas rendu la vie facile. Et qui je dois dire que j'en ai un peu rajouté. Un petit peu. Un petit peu, oui. Et lui, il veut devenir journaliste. Il n'est pas encore journaliste, d'ailleurs. Il est comptable, mais voilà, il a la fibre, quoi. Il a envie. Il tombe là-dessus par hasard grâce à sa fiancée. Et puis, il va creuser, il va gratter, et ça fait pas plaisir. Hein. Ben non, ça fait pas plaisir pour les raisons dont on a parlé. Ouais. C'est-à-dire que toutes les vérités sont peut-être pas bonnes à dire, surtout à cette période-là. C'est la raison d'État. C'est raison d'État. Et d'ailleurs, il y a un résistant qui est son mentor, qui lui, effectivement, est insoupçonnable et qui lui dit arrête. Il lui explique tout. Arrête. Voilà, mais voilà. Arrête de te mettre là-dessus. D'abord, c'est réglé. Enfin, virtuellement, c'est réglé. C'est pas à peine de sortir ce truc-là. Ça nuit à notre cause. Et finalement, Désiré oscille en permanence entre ce qu'il considérait être l'intérêt supérieur de la nation, tel que son mentor lui dit. Et aussi, quelque part, oui, et son intérêt à lui, qui est d'exploser au grand jour. Que je connais bien, non pas que j'y sois allée, mais qui est dans la ville où je suis née, à Tours, et qui est un endroit où en gros on prenait les enfants et soit ils faisaient des métiers manuels, soit ils étaient curés, mais on les laissait pas faire mieux parce que ça coûtait cher et qu'on voulait pas. Donc lui a toujours été excellent à l'école, mais on voulait pas de lui. Mais il s'est construit lui-même. Donc il part. Il se fait embaucher à François, il travaille à la compta et il essaie d'être journaliste. Alors pour être journaliste, il passe son temps à ramer, à essayer de trouver des coups. Et il trouve un coup, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à Colette, qui est sa taupe au ministère. C'est à la fois un roman policier, on peut dire ça comme ça, une enquête en tout cas, et en même temps c'est un livre d'histoire, c'est apprendre en s'ennuyant pas trop. Voilà exactement, en se distrayant, j'allais dire. Oui, parce que c'est pas... Cette histoire n'est pas tragique, la guerre est tragique. Mais ce qui s'est passé après, ça reste sur la symbolique. Mais ça dit des choses quand même sur ce rapport à la vérité et à la liberté qu'on pouvait avoir après la guerre. Et ça vaut pour tous les pays et ça vaut pour tous les peuples. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric. C'est moi qui vous remercie. Ça s'appelle L'ombre d'un traître.